Aujourd'hui, on va parler de 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 etc. Oui, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, on va parler de... Ok, bon, en fait, vous vous souvenez, j'avais fait 7 bouts sur le sommeil, sur la pilule du lendemain, sur les antibiotiques et sur plusieurs autres. Et ben aujourd'hui, on va faire 7 bullshit sur la... Ça va être simple encore, ça. Avant de commencer, juste un petit mot. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je vais vous parler d'autre chose. Enfin, bon, vous allez comprendre. Je vous en ai parlé ici il n'y a pas très longtemps. En plus des vidéos habituelles de DTC, je vais, à partir de maintenant, vous faire aussi des vidéos supplémentaires sur la santé sexuelle et la santé mentale. Ça me semble important tout le temps, mais ça me semble encore plus important par les temps qui courent. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, c'est la toute première de cette série, mais j'imagine que vous voyez arriver les problèmes avec une vidéo qui parle de sexualité. La démonétisation, le blacklistage, etc. Si on ajoute à ça la baisse du nombre de vues dont ont déjà parlé Cyprien, Ben de Nota Bene et plein d'autres, et dont je suis victime aussi, bah ça peut vite devenir compliqué quand même. Donc évidemment, je cherche des partenariats, je fais des demandes d'aide pour pouvoir continuer à produire ce genre de vidéos, mais si vous voulez, vous pouvez aussi me filer un coup de main sur Utip. Salut, c'est le Julien du futur. Attendez, en même temps, du futur ou du... Ouais, bon, bref. Je vous fais ce petit message entre le moment où j'ai tourné la vidéo et le moment où vous la regardez, parce qu'il y a une petite nouvelle, je sais pas si vous avez vu, mais Utip, c'est terminé. Pas de chance, Hortense. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu une aide du CNC. Donc déjà, merci à eux, mais je cherche quand même une alternative à Utip pour vous permettre de soutenir mon travail en général, et cette série de vidéos-là en particulier, si vous voulez et si vous pouvez. Bien sûr. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est complètement possible, bah vous pouvez aussi vous abonner, activer les notifications, et puis surtout, faire tourner les vidéos sur vos réseaux sociaux. Ça amènera au moins à lutter contre l'invisibilisation. Allez, ce coup-là, c'est parti pour 7 bullshit sur la sexualité. Je l'ai dit, je m'en fous, je suis un ouf. La sodomie rend incontinent. Allez, bim, dans le vif du sujet direct. Bon, ça c'est un truc qu'on croit depuis un certain temps maintenant, et il faut bien reconnaître que les premières études qui ont été menées sur le sujet, ils sont pour quelque chose. Parce que les plus anciennes disaient clairement que c'était le cas, que la sodomie provoquait une incontinence anale et fécale. Alors que depuis, les études les plus récentes nuancent un peu le propos. Pour résumer, mais on pourra y revenir plus en détail dans une vidéo dédiée, il y a 2 trucs qui entrent en compte dans l'incontinence qui nous intéressent ici. La pression à l'intérieur du canal anal et les sphincters. Oui, les sphincters, vous savez, c'est ces petits anneaux en muscles, là, qui font qu'on est capable de se retenir. Les études ont démontré que le sexe anal, et c'est important de dire le sexe anal parce qu'en réalité ça englobe un certain nombre de pratiques assez différentes, bah ça a des conséquences sur les deux. Mais en pratique, il y a 2 trucs qui sont importants à retenir. D'abord, tout ça, c'est très élastique, les sphincters, etc. Donc ça finit toujours par revenir à sa taille initiale, mais à 2 conditions. La première, c'est qu'il faut bien préparer tout ça avec douceur et avec précaution. Donc y aller progressivement, c'est-à-dire dilater la zone petit à petit, pas y aller comme ça, comme une brute, et lubrifier un maximum. Parce qu'il n'y a pas de lubrification naturelle à cet endroit. Ça, c'est pour le côté pratique, pour éviter d'abîmer ces petits anneaux, là, et son petit... Ah, et un truc important, pour ça, comme pour tout le reste, en fait, ça se passe mieux quand on est détendu. Donc, lâcher prise, confiance, communication, tout ça, et puis surtout, on a le droit de faire machine arrière si on sent que ça va pas le faire, ou si on n'a plus envie. Ça, c'est la première chose. Si on respecte bien tout ça, a priori, pas de souci. Mais il y a quand même un autre truc à savoir. Les différentes études ont démontré que le risque d'incontinence augmente si la préparation n'est pas suffisante, comme on vient de dire, mais aussi avec la taille de ce qui est introduit. Elle parle aussi de pratiques extrêmes, à base de points, par exemple. Mais vous vous doutez bien que tout ça n'est pas hyper documenté, donc... Bon, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est la sodomie, c'est comme l'andouillette. Si on aime ça, c'est délicieux, mais il faut que ce soit bien préparé. Et si on n'aime pas ça, faut pas se forcer, bien sûr. La masturbation rend sourd. Sérieusement, en 2023 ? Bon, ça, on en a déjà parlé, je vous remets le lien, vous irez voir. On saigne toujours après le premier rapport. Alors ça aussi, on en a déjà parlé, c'est une vieille croyance qui a fait beaucoup de mal, et qui en fait toujours d'ailleurs. Une fausse croyance autour de l'hymen, c'est-à-dire cette petite membrane, cette espèce de repli de la muqueuse vaginale,
autour de l'orifice du vagin. On en a parlé dans le dernier des Testissimo, donc je vous remets le lien, tu connais, tu sais comment ça se passe, tac tac. Mais bon, si vous l'avez pas vu ou si vous avez oublié, bah je vais vous réexpliquer quand même un peu. Cette membrane, elle peut boucher l'entrée du vagin, mais pas forcément, parce qu'il y en a plein de formes et de sortes différentes qui sont disposées de façon différente. Il y a même des gens qui n'en ont pas du tout. Donc elle peut se déchirer au moment de la première pénétration, et je dis bien pénétration, parce qu'un rapport sexuel, ça implique pas forcément une pénétration vaginale. Elle peut se déchirer, mais pas forcément non plus. Pour les raisons que je viens de donner, plus deux autres. Un, parce qu'elle peut être plus ou moins souple, donc elle peut juste s'élargir un peu et pas se déchirer. Et deux, parce que donc, on a dit, il y a des gens qui n'en ont pas du tout, mais il y a aussi des personnes dont l'hymen a déjà été déchiré sans qu'il y ait pour autant de rapport sexuel. Il y a plusieurs cas de figure dans lesquels ça peut arriver, donc une bonne fois pour toutes, l'état de l'hymen, ça n'a rien à voir avec la virginité. Et le saignement encore moins. Surtout que même si l'hymen se déchire, bah ça saigne pas forcément, parce qu'il est assez peu vascularisé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir très peu de vaisseaux sanguins à l'intérieur, ce qui fait que même quand il se déchire, bah ça saigne pas du tout. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que le premier rapport, bah, ce soit un peu à l'arrache, dans des conditions de confort et de tranquillité pas top, voire de façon un peu maladroite, disons. Donc ça peut entraîner des lésions au niveau du vagin qui peuvent donner des petits saignements. Parce qu'on n'a pas pris assez le temps, parce qu'on n'a pas assez lubrifié, parce qu'on a été trop bourrin, etc. Bon, la première fois, ça finit toujours par arriver, hein. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de raison de se précipiter, en vrai. Là, je veux dire, autant que ça se passe bien. Donc autant attendre de bien choisir le bon endroit, le bon moment, le bon partenaire, etc. En plus d'éviter les saignements, ça peut aussi éviter les douleurs. Parce que ça, il n'y a aucune raison que ce soit systématique. Et ça peut être évité par un petit peu de douceur, un peu d'écoute de l'autre. Moi je dis ça, après, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour clore le sujet, on estime que 40 à 50% des personnes ne saignent pas du tout après leur premier rapport par pénétration vaginale. Le sexe oral, c'est sans risque. Alors, non, on peut pas dire ça. C'est pas le plus risqué, mais c'est pas sans risque. Ou c'est pas sans risque, mais c'est pas le plus risqué. C'est comme vous voulez. Oui, là on parle d'IST. Hein. On parle d'infection sexuellement transmissible. On est bien d'accord. Il y a un risque de choper ou de transmettre une IST par le sexe oral. Les rapports bucco-génitaux, comme on dit. Mais là encore, c'est bien de nuancer un petit peu. D'abord, le risque est beaucoup moins grand que pour un rapport sexuel par pénétration vaginale ou anale. Et puis ça dépend de quel IST on parle, de quelle pratique on parle, et de quel partenaire on parle. Pour prendre des exemples concrets, si on parle de VIH, le risque de transmission par cunnilingus, il est quasi nul. Par contre, pendant une fellation, il y a un risque. Un très faible, mais il existe. Et il est plus grand pour la personne qui pratique que pour la personne qui reçoit, surtout s'il y a éjaculation dans la bouche. Donc pour le VIH, ces deux pratiques, elles sont pas à égalité. Par contre, pour le papillomavirus, pour l'hépatite B, pour l'herpès, par exemple, bah là, il y a un risque dans les deux cas. Et c'est valable aussi pour les anulingus. Donc, en résumé, bah c'est du cas par cas. Ça dépend aussi de l'état de santé, et notamment de l'état bucco-dentaire. Un petit tips, chez vous, il faut éviter de se brosser les dents ou de faire un bain de bouche juste avant ou juste après. Que ça risquerait d'irriter les gencives et de favoriser une contamination. Après, il y a aussi un risque de choper certaines IST juste par contact avec la peau, en faisant des caresses, par exemple. On peut aussi choper de l'herpès, et dans l'absolu même une hépatite B, en s'embrassant, par exemple. Si on va plus loin, on peut aussi choper la grippe, une angine ou une mononucléose en s'embrassant, hein, donc bon. Le truc à retenir, c'est que les risques, ils existent, et que l'idée, bah, c'est de les faire diminuer jusqu'à ce qu'ils soient acceptables. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on soit prêt à les accepter, nous, et nos partenaires, parce qu'on n'est pas tout seul dans cette histoire a priori. Donc, faut en parler. Alors pour faire diminuer ces risques, comment on fait? Bah déjà c'est bien de se faire dépister régulièrement. Attention, ça protège pas dans l'absolu, mais c'est quand même important de le faire pour savoir où on en est. Et puis pour la fellation, bah si on veut, il y a le préservatif externe. Il y en a des non lubrifiés, hein, pour pas que ça ait un sale goût, il y en a même des parfumés. On fait comme on aime. Et puis pour le cuni ou l'anulingus, bah il y a la digue. De Nantes à Montaigu, tout ça. Un truc à pas oublier, il y a aussi des vaccins. Contre le papillomavirus, contre l'hépatite B par exemple. Et pour le VIH, il y a aussi la PrEP. Mais ça mérite qu'on en reparle dans une vidéo vraiment dédiée, on fera ça une autre fois. En tout cas, il y a vraiment plein de moyens de se protéger, de diminuer les risques. Après, c'est à vous de voir. Les partenaires ont toujours leur orgasme en même temps. Oui, alors bon, c'est une classe multiniveau ici, hein, donc il y a des gens qui sont très au courant de ça, d'autres pas du tout. Mais on se moque pas de ses petits camarades, pas de ça ici, d'accord? Donc, le coup de ce qu'on appelle l'orgasme simultané, qui est très bien, hein, ça arrive, c'est vrai, mais c'est rare. En tout cas, c'est
très très loin d'être le plus fréquent, à part dans les films en fait. Donc faut pas faire une fixation là-dessus, faut pas complexer si c'est pas comme ça que ça se passe pour vous. Si chaque partenaire a un orgasme, c'est déjà bien. Ou en tout cas, si chaque personne qui peut en avoir un, en a un. Parce que tout le monde peut pas en avoir. Mais ça, on en reparlera un de ces jours. Disons que si tout le monde est satisfait, on est bon. Hein. Le reste, c'est du cinéma. Littéralement, mais ça, on va en reparler tout de suite. Plus c'est long, plus c'est bon. Alors là, on parle de longueur de temps, hein, de durée. Et bah, figurez-vous qu'il y a plusieurs études qui ont été menées sur le sujet, et notamment une qui détermine que un rapport sexuel qui dure entre 1 et 2 minutes, c'est jugé frustrant. De 3 à 7 minutes, c'est suffisant. Entre 7 et 13 minutes, c'est satisfaisant. Et ensuite, jusqu'à 30 minutes, on dit que c'est trop long. Au-delà de 30 minutes, il n'y a plus de mots, apparemment. Alors, d'où ça vient, cette idée que plus c'est long, plus c'est bon? Bah, ça a probablement toujours un peu existé, du coup, c'est ce qui a toujours été décrit dans les fictions. Dans tous les types de fiction, et notamment dans les films au cinéma, avec des rapports sexuels qui durent des heures et qui se terminent par un orgasme simultané. On en a déjà parlé. Bon, mais encore une fois, c'est du cinéma, hein, littéralement. Et puis, bien sûr, il y a le porno. En plus des corps et des mensurations qui sont souvent hors normes, on peut souvent, en regardant un porno, avoir l'impression qu'on est dans une espèce d'épreuve sportive un peu chelou. Une espèce de mélange de gym au sol, avec des figures imposées, et de courses d'endurance, genre un marathon, un marathon, en fait. Sauf que, attention, la vraie sexualité, ça n'est pas une épreuve sportive. Ni figure imposée, ni timing minimum obligatoire à respecter. Oubliez pas que dans les films, il y a le montage déjà qui permet de tricher. Et puis on parle de performances réalisées par des professionnels quand même, donc attention. Globalement, si je peux me permettre de vous donner un petit conseil, n'essayez pas de calquer votre sexualité sur le porno. Essayez pas de la calquer sur quoi que ce soit d'ailleurs. On est toutes et tous différents au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau de nos vécus, au niveau de nos envies, etc. Une relation sexuelle, comme n'importe quel autre type de relation, ça se construit. Ça se construit à deux, de manière personnalisée. Avec quelques règles immuables comme le consentement, la confiance, la communication, etc. Pour ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les vrais aphrodisiaques. Hein. Alors, ça parle pas de Viagra, hein. Allez voir, vous allez comprendre. Ah, et il y a un autre truc important aussi, mais on va en parler dans le bullshit suivant. Plus c'est long, plus c'est bon. Ok, là on parle plus de longueur de temps, on parle de longueur de... Oui. Je vais pas vous refaire le topo sur la taille moyenne du pénis au repos, du pénis en érection, etc. On en a déjà parlé, retournez jeter un coup d'œil si vous voulez. Je vais pas non plus vous dire que la taille ça compte pas. Oui, il y a certains cas de figure où ça peut être trop court, trop étroit, mais ça peut aussi être trop long, trop large, etc. Donc, là encore, ça dépend du ou de la partenaire. Mais ça peut compter. Donc le petit conseil que je me suis permis juste avant, ça vaut ici aussi. Parlez-en, tentez des trucs et essayez de trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Mais surtout, c'est important de se rappeler d'un truc, c'est que le pénis, c'est pas le point central d'un rapport sexuel. La sexualité, c'est pas la place de la concorde. Et le pénis, c'est pas l'obélisque. Petite métaphore que je vous donne comme ça. D'abord parce que le pénis, ok, le pénis, pourquoi pas, mais c'est pas indispensable. Il y a plein de trucs à faire dans un rapport sexuel qui n'impliquent à aucun moment un pénis. Un rapport sexuel, ça ne commence pas au moment de l'érection, et ça ne finit pas au moment de l'éjaculation. Un rapport sexuel, c'est pas délimité par ça, ça se cantonne pas à la pénétration. Le pénis, c'est pas l'unité de mesure d'un rapport sexuel. Il y a même des rapports sexuels entre des personnes qui n'ont absolument pas de pénis, hein. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, non? Bon, bref. Il y a 1000 façons d'avoir un rapport sexuel satisfaisant, et il y en a plein qui n'impliquent pas forcément un pénis. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions que vous vous posez, s'il y a d'autres trucs que vous voulez que je débunk sur la sexualité, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à questiondtc@gmail.com. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, mais en attendant, vous savez ce que je vais vous dire? Oui. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien, et surtout, portez-vous bien.